Salam alaikum, Azul, bonsoir. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Ramadan, un bon Eid. Heureux donc de vous retrouver après un mois d'absence. Tout va très bien, dans le meilleur du monde. C'est ce que nous dit en substance le message écrit du président algérien en cette double occasion de la fête de l'Aïd et de celle de l'indépendance. Le président Bouteflika s'est donc adressé d'un message, s'est donc adressé à son peuple. C'est du moins, c'est l'expression quasi officielle. Du moins, c'est le terme que tout le monde utilise pour décrire ce mode de communication du président, de ces lettres dont personne ne sait qui les signe. En tous les cas, la presse dans son ensemble reprend ce terme, s'adresse, le président s'adresse, reprend ce terme pour nous dire que le président s'est adressé aux Algériens pour commémorer l'anniversaire de l'indépendance et nous souhaiter, entre guillemets et entre les lignes, une bonne fête de l'Aïd. Alors que des messages supposés émanés de lui sont donc relayés par la presse algérienne, sans que les journalistes ne demandent qui les a vraiment signés, le Premier ministre canadien et le Premier ministre britannique se sont adressés aux musulmans qui vivent dans leurs pays respectifs. Et là, ce n'est pas par signature interposée. Regardez. I want to send my very best wishes to Muslims at home and around the world celebrating Eid. Eid Mubarak. On behalf of our family, Sophie and I extend our warmest wishes to all those celebrating Eid al-Fitr. Eid Mubarak. Pour la fête de l'indépendance, les Algériens ont eu un prix de consolation, si on peut dire, puisque c'est la fille de John Kennedy, l'ex-président américain, qui s'est substitué à leur propre président pour leur souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Salam alaikum. Greetings from Tokyo. I'm Caroline Kennedy, the U.S. Ambassador to Japan. Congratulations to the people of Algeria on celebrating 54 years of independence. The ties that bind the United States and Algeria together are long-standing, and I'm proud of the role my father played in supporting Algeria's struggle for independence. From the Senate floor to the Oval Office, he took up the cause of the Algerian people and saw in their aspirations the same yearning for dignity and freedom that inspired America's founding fathers in 1776. As Americans around the world celebrate our own Independence Day, let us renew and strengthen our bonds of friendship with the Algerian people. I hope you take this opportunity to reflect on your country's proud achievement, recognizing that we must continue to strive toward the cause of freedom, peace, and human welfare. On behalf of the United States, best wishes to you all. Happy Independence Day, and Tahia El Jazeera. Elle a voulu rappeler qu'en 1962, son père s'était réjoui, voire enthousiasmé pour l'indépendance de l'Algérie et s'était réellement enthousiasmé pour l'avenir de l'Algérie qu'il espérait radieux. This moment of national independence for the people of Algeria, the creation of a great new state, represents the devoted and courageous work of the Algerian people and their leaders, stretching over many years. I congratulate them. I congratulate them as President of the United States, and I congratulate them on behalf of the American people. We wish you every success in the future, and I want to assure you of our wholehearted desire to work in cooperation with you and your leaders on behalf of peace and prosperity and the progress of your people and mine and of all mankind. S'il pouvait revenir et constater l'état des lieux. Mais bon, nous, on n'a pas besoin de tous ces chichis. Juste écrire une lettre, juste faire dire qu'elle est du président et demander à la presse de critiquer non pas l'absence du président, mais son action supposée pour nous faire rentrer dans le mou
qu'il est bien là, qu'il travaille, qu'il agit, qu'il fait des choses. Et pour faire plus vrai que vrai, cette presse fait semblant de le critiquer, de lui faire endosser la responsabilité de la crise. Et rien de mieux pour convaincre le peu de gens encore hésitants que leur président est encore en activité, n'en déplaise aux esprits chagrins, que de le faire critiquer donc par la presse qui annonce qu'il s'est adressé aux Algériens. Sinon, le bac s'est très bien passé cette année, aucune fraude à signaler. Tartag n'a pas été appelé à la rescousse pour sauver le soldat Ben Ghabret et Internet n'a pas été coupé. Les officiers supérieurs qui sont partis à la retraite sont toujours libres de s'exprimer sur la chose politique, sur la chose publique d'une façon générale, puisque les députés algériens ont refusé qu'ils soient réduits au silence. Bien au contraire, puisqu'il leur a été demandé de suivre l'exemple du général Ben Hadid et de tout dire sur les dessous de la décennie tragique. La fille de Sellal ne figure plus sur la liste des demandeurs de logement puisqu'elle a trouvé un petit pied à terre sur les Champs-Élysées, un placard à balai pour la bagatelle d'à peu près 1 million d'euros, du moins ce qui a été déclaré au notaire. Et puis, pour bien montrer son esprit d'ouverture, l'État de droit qu'est le pouvoir algérien a décidé d'encourager les 50 chaînes de télé offshore qui se trouvent à Alger. Il va toutes les accréditer et leur permettre d'activer en toute légalité, plutôt que de raser les murs de ni légalité ni illégalité. Et le ministre de la Pub a été chargé de les gaver pour leur permettre de carburer à fond. Le code électoral a été débattu, discuté, amendé en profondeur et dans le détail par le Parlement. Un Parlement particulièrement tenace qui s'est battu bec et ongle pour éviter aux Algériens le code scélérat que certains voulaient lui infliger. Et il y a tellement d'autres informations réjouissantes du genre. Par exemple, que personne n'est en train de préparer un vaste plan d'austérité, que le dispositif des soutiens des prix des produits de première nécessité ne sera pas réaménagé, que le budget d'équipement ne sera pas revu à la baisse, que les importations ne seront pas réduites, que les dépenses publiques ne subiront pas des coupes sombres, qu'il n'y a pas eu d'émeutes à Annaba, ni à Sétif, ni à Tizi Ouzou, ni nulle part ailleurs. Les haragas sont une invention de la main étrangère, l'opération Couffin du Ramadan pour les plus démunis a été un succès, et la prochaine fois, écoutez-moi bien, que le président Bouteflika s'adressera aux Algériens, cette fois-ci, ce sera en morse. Tit, 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 à moins que ce ne soit en langage sourd-muet. Aujourd'hui, le monde international. En Algérie, une multitude de prétendants à la succession de Bouteflika par Charlotte Bozonnet. Le monde d'Afrique. En Algérie, le climat de fin de règne attise les tensions par Charlotte Bozonnet. PSA, crise entre populisme et fibre patriotique. Bouteflika continue de refuser toute responsabilité par Achira Mamri. Alors, avec nous aujourd'hui, pour discuter de tout ça, Houria, une citoyenne algérienne qui vit à Paris, Ibrahim Younsi, président de l'UDM. Est-ce que Houria est avec nous? Houria est avec nous? Houria, vous m'entendez? Il semble qu'il y ait un souci. Nous allons donc prendre Brahim Younsi en attendant que le petit problème se règle. Les aléas du direct, comme on dit. Alors, Brahim Younsi, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis à l'écoute. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, Brahim Younsi, nous vous avons dérangé. Je sais que vous êtes en vacances avec votre famille, mais vous nous avez fait l'amitié d'accepter notre invitation malgré tout. Nous nous excusons donc de vous déranger. C'est avec plaisir. En effet, je suis en vacances avec ma famille. Néanmoins, je garde le contact avec le pays à travers vous.
Cela est important pour moi et pour le parti que je représente que d'avoir la parole à travers vos ondes pour donner notre avis, notre opinion sur ce qui se passe dans notre pays. Permettez-moi d'abord de souhaiter, même si cela est maintenant derrière nous, un joyeux Aïd à nos compatriotes. Je sais que la situation est extrêmement difficile pour eux. De leur dire, de leur souhaiter un Aïd Moubarak de vive voix, parce qu'ils n'ont eu droit qu'à un message dont vous avez dit vous-même qu'il était anonyme, parce que nous ne savons pas, et en effet, qui l'a écrit et qui l'a signé, et que le président supposé de la République ne s'est pas exprimé à travers les ondes, et vous avez passé à juste raison les vœux adressés par des chefs d'État. Le Premier ministre canadien et le Premier ministre britannique se sont adressés aux musulmans de leur pays. Vous avez passé l'ancien président John Fitzgerald Kennedy qui se réjouissait de l'indépendance de l'Algérie et sa fille qui s'est adressée aux musulmans du monde entier et singulièrement de son pays pour leur souhaiter un Eid Moubarak. Et hélas, l'habitude... Elle s'est surtout adressée aux Algériens pour leur souhaiter de fêter la journée de l'indépendance. Tout à fait. 1962. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais nos dirigeants ont pris l'habitude que le jour des Aïds soit des jours d'allégeance, parce que c'est nous qui devons ramper vers eux pour leur présenter nos vœux. C'est pas eux qui nous présentent leurs vœux. Et c'est comme ça que ça se passait jusqu'à maintenant. Les dignitaires, entre guillemets, du régime algérien et d'autres régimes voisins et plus éloignés se mettent en file indienne pour présenter leurs vœux à leur sultan. Et les sultans ne s'adressent jamais à leur peuple que par l'intermédiaire de quelques sous-fifres. Et c'est le cas d'Abdelaziz Bouteflika. C'est tenté, il peut encore exister en tant que conscience. Physiquement, et certainement, il est là. Mais en tant que conscience, je crois qu'il n'est pas présent. Avant d'arriver sur ce sujet précisément, j'aimerais d'abord que vous nous disiez votre avis sur ce qui s'est passé pendant le mois du Ramadan. Nous savons que ce fut la grande zerda pour certaines classes qui est devenue très riche, prospère, qui prospère sur la bête un peu. Et que ça a été la galère, pour le moins qu'on puisse dire, pour des millions d'Algériens, notamment ceux du pays profond, ceux de l'intérieur de ces petites villes perdues, qui n'ont plus rien, qui n'ont même pas d'eau. Ils n'ont même pas eu d'eau pendant le mois de carême. Beaucoup de villes, de nombreuses villes, ont manqué d'eau pendant des semaines entières. La cherté de la vie des produits de première nécessité a atteint des niveaux absolument hallucinants. Et le coup fin du Ramadan, tel que promis, n'a pas été au rendez-vous pour venir en aide à ces gens, aux plus démunis, qui se comptent aujourd'hui par millions, il faut le rappeler. Oui, nous sommes parmi les quelques partis de l'opposition ou quelques personnes qui ont depuis des mois mis l'accent sur cette situation socio-économique. Nous savions que le mois de Ramadan allait connaître des sommets j'allais dire, de disette. Et effectivement, la grande majorité des Algériens n'avaient rien dans leur couffin, tant les prix ont augmenté. La cherté de la vie va devenir de plus en plus accrue pour la majorité, les classes populaires, comme l'on dit, et y compris les classes moyennes qui s'appauvrissent de plus en plus, étant donné le manque de recettes, pas le manque gravissime de rentrées financières,
et beaucoup de nos concitoyens se retrouvent au chômage parce qu'il y a des entreprises qui débauchent parce qu'elles n'ont plus les moyens de garder certains travailleurs. L'administration elle-même et le FMI fait une pression considérable sur le pouvoir pour diminuer le nombre de fonctionnaires. Justement, à cet effet, Brahim Younsi, je rappelle que nous ouvrirons le standard tout à l'heure à nos téléspectateurs pour leur permettre, du moins quelques-uns parmi eux, de s'exprimer sur ces questions. Brahim Younsi, est-ce que vous avez entendu parler de ces préparatifs très, très discrets pour le moins du pouvoir qui est en train de concocter non seulement un discours pour préparer l'opinion, mais surtout un arsenal de mesures progressives pour mettre fin, ou du moins réduire de façon drastique, les soutiens des prix de produits de première nécessité? Oui, mais cela on en parle depuis, cela fait 2 à 3 ans qu'on en parle. La question des transferts sociaux, le pouvoir ou comment dirais-je, ses clients nous en parlent. La presse en a parlé depuis très longtemps. Il y a beaucoup de pression qui se font sur le y compris le pouvoir de l'extérieur, notamment encore une fois de la Banque mondiale et du FMI, pour réduire les transferts sociaux. C'est une question éminemment importante. Quand vous avez tout à l'heure très intelligemment parlé du bilan. Et le bilan que fait Abdelaziz Bouteflika, ce qu'on fait dire à Abdelaziz Bouteflika, présentant un bilan positif de ces quatre quinquennats. En parlant de 800 milliards de dollars de rentrée financière, mais où sont passés 400 milliards de dollars? Parce que en vérité, c'est 1200 milliards, voire plus, qui sont rentrés dans les caisses de l'État pendant ces quatre quinquennats. Le message envoyé au nom d'Abdelaziz Bouteflika nous dit que l'argent les recettes financières que nous avons reçues, vous les voyez, c'est une réalité. Nous avons construit 3 millions de logements. Bien, 3 millions de logements, ne parlons pas de la qualité de ces logements-là. Mais si vous faites la liste et les chiffres des logements distribués, vous en avez pour 2 millions. Un de mes amis proches qui est au fait et est informé de ces choses-là, m'a dit mais où est passé l'autre million de logements construits? Et ce million de logements construits est allé dans la poche des gens du pouvoir. Parce que 1 million de logements... C'est-à-dire comment peut-il aller dans la poche 1 million de logements parce que ces logements-là ont été vendus. D'accord, en deuxième main, en quelque sorte. Eh oui, ont été tout simplement vendus. Si vous multipliez 1 million de logements par 500 millions de centimes, faites le calcul. Et cela a coûté 4 fois plus que 500 millions. C'est entre 2 milliards et 5 milliards le logement. Au bas mot. Restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous dans un instant. Nous recevons à présent Houria, que nous remercions d'être avec nous. Oui, bonsoir Djamaleddine. Bonsoir Houria. Tout d'abord, je vous souhaite un bon retour sur votre plateau. Vous Merci. nous avez manqué, votre émission nous a manqué. Merci beaucoup. Voilà, pour revenir au sujet du jour, permettez-moi de commencer par une citation qui dit ceci. « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. » Malheureusement pour nous les Algériens, les gens qui ont succédé au pouvoir d'une façon bien entendu illégitime depuis 62 ont séquestré notre mémoire collective et notre imaginaire en nous maintenant, dans un assistanat bien organisé et bien ciblé. Aujourd'hui, malheureusement,
pour tout le monde d'ailleurs, ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Donc ils ont recours aujourd'hui aux vieilles méthodes soviétiques, même en Roumanie ça ne se passe plus comme ça, l'intimidation, la violence, la répression et tout ce qui va avec. Maintenant, moi je vais vous dire, sur votre antenne, on entend tout, en fait on fait des constats, on parle de tout ce qui ne va pas, etc. J'ai déjà intervenu moi-même et j'ai fait la même chose que tout le monde. On parle de nos problèmes actuels. Moi, je vais vous poser une question. Une fois le constat fait, aujourd'hui, c'est un rendez-vous très important. Je pense, en mesurant mes mots, en vous disant que c'est le dernier rendez-vous avec l'histoire que la population algérienne doit avoir. Donc, il ne faut pas le rater. Il faut plus aller dans la proposition. Pourquoi le dernier? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est le dernier rendez-vous avec l'histoire, parce que vous n'ignorez pas qu'on est passé à côté de tous les rendez-vous de l'histoire. Sinon, on n'aurait pas eu au pouvoir aujourd'hui des gens qui ont gouverné d'une façon illégitime pendant un quart de siècle. Pendant un demi-siècle. Un demi-siècle. Pardon? Pendant un demi-siècle. Pardon, oui. En plus, ça fait plus peur. Ouais. Et donc, si... Je pense, Jamal El-Din, que c'est notre dernier rendez-vous. Il faudrait que la société civile s'organise maintenant. Il faudrait qu'on sache, parce que dire à ces gens-là, qui sont au pouvoir depuis 50 ans, leur dire partez, comme ça, c'est utopique. Ils ne partiront jamais. Ils ont eu les moyens de calmer un petit peu, d'acheter la stabilité sociale jusqu'à présent. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tout faire pour pouvoir rester. Comment on pourrait leur demander de s'en aller, de laisser le rendre le pouvoir au peuple, puisque eux se sont arrangés, ils ont tout mis en place de façon à ce qu'on ne puisse les contester que de façon violente. Et les contester de façon violente ne peut aller que dans leur sens, parce qu'ils ont tout mis en place de façon à ce que si jamais il y a une contestation violente, que ça se retourne encore une fois contre le peuple, et que le peuple lui-même va appeler le même régime à la rescousse, comme ça s'est déjà passé, pour le sauver d'une violence que ce même régime a créée lui-même. Bien entendu, il ne faut pas aller dans leur sens. Effectivement, tout ce qu'ils sont en train de faire, les répressions, les emprisonnements arbitraires, tout ce qu'ils font par rapport aux médias, etc., tout ça, c'est pour bousculer un petit peu la population, pour qu'elle réagisse violemment et qu'ils légitiment un petit peu leur position, et c'est de nouveau, ce sera de nouveau reparti pour des décennies. Non, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Concrètement, moi j'avais parlé d'une petite proposition en disant que aux prochaines élections, par exemple, que tout le monde reste chez soi. Voilà, une réaction pacifique où il faut porter sur la place publique notre mal-être et dire qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là. Mais pour arriver à une telle initiative aussi massive, oui, qu'est la désobéissance civile, de façon aussi organisée que vous semblez le suggérer, il faut être organisé, il faut avoir des leaders, des organisations, des mouvements politiques, des idées. Or, ce n'est pas le cas du tout. La scène algérienne a été vidée de toute substance vive, de tout représentant réel. Les seuls représentants, les rares représentants du peuple algérien ont été soit évacués, neutralisés, soit corrompus. Ils sont à la mangeoire, ils sont, j'allais dire, oui, à la manœuvre. Raison. Oui, vous avez raison. Les gens sont gagnés par la lassitude, au fait. Moi, je ne crois plus aux politiques, de toute façon. Concernant les politiques algériennes, ça fait longtemps que je n'y croyais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'y crois vraiment pas à ça. On ne va pas leur demander de partir. On va s'organiser. L'organisation commence à la base, dans le quartier. Dans le quartier, avec tout le monde, c'est la société, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est les gens, c'est les citoyens de lambda qui doivent s'organiser entre eux-mêmes. Le tissu associatif, c'est vrai que les partis politiques de l'opposition, ils sont muets, ils sont statiques, je ne comprends pas ce qui se passe à leur niveau, mais j'ai encore confiance, j'ai encore en moi ce brin d'espoir qui me dit que dans ces partis-là, il existe, moi j'en ai remarqué 2 ou 3, il existe des gens superbes, des gens compétents et des gens qui peuvent justement organiser la société civile. Ces gens-là existent dans notre société algérienne. Il faut mais Houria, une question. Oui. Une question. Pour mesurer un peu
cet état de démission généralisé. Vous avez vu l'état du président de la République, Abdelaziz Bouteflika? Personne en Algérie n'ignore plus, personne ou presque personne n'ignore qu'il est dans l'incapacité la plus totale de signer le plus petit message, encore moins d'en faire un lui-même. Or, maintenant, on nous dit, d'ailleurs on a adopté un terme quasi officiel aujourd'hui, on nous dit que à chaque fois, le président s'adresse aux Algériens à travers des messages signés qui parviennent jamais audio, des messages qui sont juste signés, qui paraissent soit à l'APS, soit qui sont lus à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous pensez du dernier message de Abdelaziz Bouteflika qui s'est encore une fois adressé aux Algériens? Bon, je réponds à votre question. Tout à fait au départ, vous dites qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui sont lassés, qui ne réagissent pas. Là, vous parlez de conséquences, parce qu'on en est arrivé là comment? Parce qu'il y avait tout un programme de leur part pour pouvoir arriver là. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce prétendu message de quelqu'un dont on ne sait s'il existe encore ou pas? Je pense que c'est, hormis le fait que c'est une situation très complexe, je l'ai dit et je le redis, on est la risée de tout le monde parce que dans le monde entier, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas avoir un président imaginaire, on ne peut pas avoir quelqu'un qui gouverne un pays et qui dit « je ne suis pas », on lui fait dire « je ne suis pas responsable ». Oui. Mais le comble, Horia, c'est que tout le monde est en train de critiquer ce qu'il a dit, mais personne ne dit que ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est ça le problème qui me titille, moi. C'est une façon de valider justement l'existence de ce message. C'est une façon de valider l'existence. Moi, je pense, Jamaldine, que les gens sont tombés dans la lassitude. Je crois que c'est la lassitude, c'est parce que ils ont été, la population a été réduite au quotidien à aller subvenir à cet effort, à faire l'effort de subvenir à ce besoin quotidien. Vous voyez, il n'y a aucun espace, il n'y a pas d'espoir. Tout à l'heure, j'avais commencé mon intervention en vous parlant de rêve. En fait, l'Algérien, aujourd'hui, ne rêve pas. Il n'a pas de rêve. Il se réveille le matin, son problème, c'est comment nourrir sa famille, comment nourrir ses enfants, comment ne pas avoir faim, comment avoir un logement. On est réduit à ça. Et pour beaucoup, comment quitter le pays? Non, malheureusement, oui. Restez avec nous, Horia. Nous allons prendre quelques appels et nous revenons à nos deux invités. Alors, avec nous, Farid de France. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ahlan bik, c'est Farid. اخويا جمال صحة عيدك. الله يخليك الجميع، بارك الله فيك. عيد لكل كما نقول لك عيد سعيد لكل الجزائريين ان شاء الله. بارك الله فيك. Alors, تفضل si vous avez un commentaire à faire sur. D'accord. Moi, j'ai, comment dirais-je, un petit constat que je vais faire brièvement. Oui. Donc, par rapport à la situation que le peuple algérien vit depuis 62 à ce jour. Oui. دونك انا حبيت نقول لك المشكل اللي كاين في الجزائر المشكل سياسي سي ان بروبليم بوليتيك الله غالب malheureusement il faut dire la vérité. Donc la classe politique algérienne a été vidée de son contenu comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui. Donc elle a été vidée de son contenu. الله غالب البرلمان انا الحق تاع ربي ما نستعرف لا البريزيدون لا بالبرلمان بيرسون ايتي إلي ديموكراتيكمون هكذا هذه وحده زوج لاري دو بروسيسوس الكتورال تاع 91 moi je suis pas comment dirais-je un fervent défenseur تاع الفيس ولا مي واش هي avec toute objectivité et honnêteté intellectuelle le fils ربح الانتخابات صاحبي. Et le constat, donc ils ont arrêté le processus, donc ils ont créé toute une anarchie générale. Donc avec l'arrivée de Bouteflika, donc il a ramené toute la mafia organisée. Déjà Bouteflika, historiquement, c'est le plus grand voleur de l'histoire de l'Algérie.
Le seul espoir pour qu'il y aura un changement en Algérie, il faut que ce soit la société civile. Je le dis bien, la société civile. On n'a pas besoin de responsables politiques avec la diaspora اللي راهي في الخارج. بارك الله فيك. Merci. Merci Valid. Abdelmalek de Paris. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. أنا بغيت شي وي كاين واحد المثل عندنا يقول لك الشيخ الكانون اسمه كاين وهو ما كانش. دونك عندنا في البلاد اللي يحكم فينا الشيخ الكانون ان ايبوفونتاي فوالا باش يخلعوا به الزواوش سي تو فوالا. Ce que je vais dire, c'est ça. On a un épouvantail, il y avait une espèce de président qui n'existe même pas, je ne sais même pas. Voilà, mais à votre avis, pourquoi personne... Pourquoi, à votre avis, personne ne dit que ce n'est pas Bouteflika qui est au pouvoir, qu'il y a des gens qui sont derrière? Pourquoi personne ne le dit? À la limite, que nous ne le sachions pas. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais non, je parle de la presse, des intellectuels, des partis politiques, des acteurs politiques d'une façon générale. Pourquoi personne ne dit que ces messages, c'est une grosse farce, que c'est complètement ahurissant, c'est hallucinant. Ça n'a jamais existé dans l'histoire, une histoire pareille. Ils n'ont qu'à aller dans la rue, n'importe où il y a du Shmourad, ou je ne sais pas, le Babloued, n'importe, dans le village le plus reculé d'Algérie, tu as l'Est, l'Ouest, le Sud, الشعب يسقسي عجوزة تاع 90 سنة تقول لك. بارك الله فيك. ميرسي سي عبد الملك. رشيد de Nantes. الو رشيد من نونت تفضل. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا نشوف لي ميسي تاعكم تاع هذه تاع تشوفها بيان من الجيري. لا كاين حاجه حبيت نقولها لكم انا برك. وي الو انا ما نسمعوا فيك. وي هي ما نجموا نبدلوا البوفوار هذا لا بالقوه لا بالانتخابات. يبقاو اعطونا الحل. حبينا نعرفوا الحل وشنو هو باش يتبدل العصابه هذه. والحل على حساب كيفاه يعني؟ باسكو الحل على حساب بنايا بالانتخابات ما يخرجوش، بالقوه ما يخرجوش. احنا ما حبيناش بلادنا تولي كيما سوريا ولا ليبيا. تسمى نقبلوهم ونسكتوا مالا. واش نديروا؟ عطونا الحل ما يخرجوش. هذو سي دو لا مافيا، سي بيان اورغانيزي، سي لا كامورا تاع طاليان. هذو كيفاش دير؟ يسون بيان اورغانيزي. بارك الله فيك سي رشيد من نونت. علي دو فرانس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. J'interviens au niveau du pouvoir algérien. Oui. Je pense que la dame qui a bien parlé, la Houria, elle a bien résumé la situation. Oui. Elle a bien résumé la situation. L'Algérie, depuis 1962, elle n'a pas de projet de la société. Elle n'a pas un projet de la société. Oui. On a toujours les mêmes qui gouvernent. Le jour, j'ai bien le jour, la famille révolutionnaire et part. Et là, l'Algérie changera. Il y a un autre mot, je peux le dire. Le jour qu'ils enlèvent Min Shab wa il Shab. Min Shab wa il par le peuple et pour le peuple. Ces symboles-là, ce jour-là, l'Algérie changera. L'Algérie, la société civile algérienne, il doit s'organiser, il doit voir loin. Et il ne doit pas rester parler. Il faut un projet de la société. C'est tout à refaire en Algérie. Merci Ali de France. On va en prendre encore 2 ou 3 appels maximum. Karim de France. Allô, bonjour monsieur Bechenouf. Bonjour, c'est Karim. اهلا بك عيدك مبارك خويا. الله يسلمك. نعم. تفضل. يا اخي انا quand je vous entends de vous parler sur les intellectuels en Algérie. Donc les intellectuels en Algérie, il n'y a pas d'intellectuels. Hein. Il y a sauf quelques-uns. Quelques-uns. Et malheureusement, il n'arrive pas de parler la vérité au peuple. Parce que tous maintenant, ils sont corrompus. Même les députés, hein. C'est la vérité. C'est quoi les députés? Qu'est-ce qu'ils encaissent? Parce qu'ils sont pas comme on dit, شرعيين من طرف الشعب الجزائري. هادو الناس ils touchent le salaire. C'est haram يا أخي جمال. C'est la vérité. Parce que les gens aujourd'hui, nous le peuple, comme vous avez dit à quelqu'un qui était en train de parler avant moi. Donc, moi, je reste pas comme ça. Je reste pas les mains croisées. Il faut que je bouge. Il faut que je sois voyant.
انا لازم نكون راجل شجاع ما خليش الناس هادو يديو لي الجزائر انا جام لالجيري بوتفليقه il n'aime pas l'Algérie avec son clan ça c'est les gens qui aiment le dinar monsieur Mchenouf il n'aime pas le peuple exemple, un président, soit un gouvernement, chef du gouvernement, ou soit les ministres, quelqu'un qui aime le pays, il travaille pour le pays et pour le peuple, pour la création de l'emploi, pour l'intelligence, pour les intellectuels, tout le monde. Et maintenant, il appelle les intellectuels de l'étranger qui rentrent en Algérie. Jamais ça. Moi, je ne peux pas rentrer en Algérie. Merci, merci Karim. Nous allons prendre encore un appel. Abou Karim de Nantes. Boukarim, nous l'avons perdu, semble-t-il. Alors, je vais retourner à mes deux invités. Merci de ne plus appeler. Donc, nous nous contenterons aujourd'hui de ces quelques appels. Et je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi, au sujet de l'actualité qui vient d'avoir lieu au cours de ces dernières semaines, par exemple, les généraux qui ne peuvent plus s'exprimer maintenant, c'est fini, ça y est. Ils ne peuvent plus venir sur les chaînes d'El Magharibia et d'ailleurs pour dire ce qu'ils pensent, alors que bien souvent, la plupart, parmi eux, quand ils viennent, ce n'est pas pour critiquer le régime. Mais même ça, même ce risque, ils ne veulent plus le prendre. Et il y a aussi cette histoire de télévision, la cinquantaine de chaînes dont ils veulent fermer une majeure partie et ne laisser passer que 4 ou 5 qui vont travailler, mais nous dit-on, de chaînes qui sont déjà acquises par des parentèles et des clientèles du régime, et les autres petits sujets que nous allons évoquer très rapidement avec vous et avec Houria. D'abord les généraux, qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, moi, de façon générale, je suis pour la liberté d'expression de tout le monde. Mais permettez-moi de ne pas défendre personnellement, et étant donné le passé, je crois que ces généraux, en semer le vent, ils ont récolté la tempête. Je crois que les généraux à la retraite, aussi bien les généraux à la retraite que ceux qui sont aujourd'hui d'actifs font partie du même système et qui ne veulent pas changer de système. La bagarre a lieu dans le même système pour le contrôle du système et vous le savez, de la rente. Personnellement, je ne défendrai pas la liberté d'expansion. Je ne suis pas... Vous savez ce que je pense du système et des institutions. Je crois que le débat, le combat, la lutte est ailleurs. Concernant le code électoral qui a été adopté, nous savons que, et nous en avons parlé, et j'en ai parlé sur votre chaîne, à savoir que il y a un projet de liquider la quasi-totalité, en tout cas la grande majorité des partis agréés. Les partis qui ont accepté ce mode de fonctionnement par l'agrément ont renforcé le système. Et ces partis sont en voie qui n'existent pas pour la plupart d'entre eux sur le terrain, sont en train de payer la compromission qui a été la leur depuis les années 90. Cela se paye un jour ou l'autre et nous sommes en train. C'est le cas aussi de ces généraux qui sont en train de payer la facture à laquelle ils ont contribué. Ils sont en train aujourd'hui de la payer. Aussi bien. Moi, à part le général Ben Hadid, je n'ai pas encore vu de généraux algériens. Je ne parle pas des colonels, des commandants, on en a eu qui sont un tant soit peu courageux. Mais je ne dis pas que les généraux ne sont pas courageux, mais je n'en ai pas vu qui sont venus ici être contre le régime, assurer une expression anti-régime. Je n'en ai pas vu. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Absolument. Ils sont, y compris Ben Hadid. Ben Hadid défendait. Ben Hadid, bon, je peux compatir à ce qu'il vit, etc. Ceci, humainement, mais pas politiquement. Humainement, je peux compatir. Je ne peux pas accepter la situation dans laquelle il se trouve, évidemment, sur le plan humain.
Mais le général Ben Hadid lui-même, ce n'est pas une vengeance à son égard ou à l'égard de qui que ce soit, parce qu'il s'agit d'un système, et d'un système que lui-même, qui était au sommet de la hiérarchie militaire... Il a eu le courage d'assumer cette partie de la tragédie noire où il a dit littéralement qu'il y avait un émir du JA qui était sous le contrôle et la couverture d'un chef de région, d'un autre général, entre autres. Hein, c'est très courageux, moi, je trouve. Cela, il le dit. Non, mais je peux dire, mais cela, vous savez, être courageux, il faut l'être au moment où il fallait l'être. Je veux dire, au début des années 90, il a commandé, le général Ben Hadid a commandé. Je crois qu'un bilan se fait sur le plan positif, mais je crois que le côté, le passif est plus important que le côté actif. C'est cela aussi dans notre rapport, dans le rapport que nous avons à ces généraux et à tous ces généraux. Si demain un des plus sanguinaires, le plus grand criminel sans doute que l'Algérie a connu ces dernières décennies, c'est le général Toufer. C'est Toufer Medine. Si demain Toufer Medine va dénoncer telle ou telle situation qu'il a lui-même créée, moi je ne vais pas l'applaudir. Bien sûr, il faut qu'il fasse. Mais tout cela doit se faire devant un tribunal, devant des tribunaux. Il faut absolument que nous sachions, les sages commencent à sortir, et c'est très bien, mais il faut que nous sachions effectivement ce qui a été fait par qui est à l'origine de cette violence-là. Et nous savons que c'est l'armée, que c'est les services de renseignement, que c'est les services de sécurité qui sont responsables à 99,99% des crimes que le peuple algérien a subi et a vécu. C'est ça la vérité. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous dans un instant, très brièvement, pour vous demander de nous parler du sujet que vous préférez, soit sur la loi électorale qui passait donc sans faire un pli, de cette affaire de télévision qu'on est en train de fermer, de ces journalistes et de cette fonctionnaire qui se croupissent en prison parce qu'ils ont fait une émission, ou pour ce qui concerne la fonctionnaire, parce qu'elle a signé l'autorisation de diffuser. Je reviens à vous et je demande à Horia, qu'est-ce que vous préférez traiter comme sujet sur ce que je viens d'énumérer? Monsieur Benchenouf, posez-moi des questions, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler sur cette histoire de télévision qu'on a permis, qu'on a toléré, plutôt, pour être plus exact, une cinquantaine qui travaillait sans papier, sans accréditation, sans rien du tout. Pourquoi? Pour pouvoir les arrêter sans problème si elles dépassaient les lignes rouges. Ce sont des télévisions offshore qui sont supposées avoir des bureaux à Alger, des bureaux non agréés, mais qui émettent à partir d'Alger. Et maintenant, le régime considère qu'il est débordé, qu'il lui faut gérer la baraque, et donc il va revenir à 5 ou 6 chaînes seulement qui vont être autorisées, 5 ou 6 chaînes qui appartiennent déjà à ses clients et à ses parents. Oui. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Ça fait partie de leur méthode, au fait. Ils ont toléré ces chaînes à émettre, ils les ont laissé faire pendant un certain temps, dans un but bien précis. En l'occurrence, je pense à votre chaîne probablement et à d'autres qui ont une autre grille de programme, une autre grille de lecture par rapport à ce gouvernement. Et c'était un bouc émissaire pour eux. C'était, ils envoyaient au front comme ça ces gens-là pour pouvoir les servir indirectement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il y a eu, comme vous dites, des dépassements et ça les a effrayés. Je pense qu'aujourd'hui, la peur a changé de camp. C'est des gens qui ont peur. On a beau dire, on a beau parler, on a beau dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont peur. S'ils réagissent de cette façon-là, d'une façon violente et agressive, c'est qu'ils ont peur de quelque chose. Et ils n'ont pas les moyens, comme je vous l'ai dit précédemment, les moyens financiers de pouvoir pacifier les choses. Ce qui fait que ça les rend un petit peu stressés. Voilà, ça ne leur laisse pas beaucoup de marge de travail. Voilà. Et au sujet des militaires à la retraite à qui on interdit désormais de s'exprimer publiquement sur la place publique, de parler de la chose politique?
Alors, les militaires, moi, j'aurais aimé vous dire autre chose, parce que moi, je n'attendrai pas à ce qu'un général puisse avoir la bonne volonté de venir s'exprimer, etc. Moi, je pense que c'est à nous, les Algériens, la société civile, la diaspora à l'étranger, de pouvoir s'organiser et de pouvoir les emmener, les mettre sur le chemin de la justice. Et ça, c'est très simple, c'est très facile. C'est pas, les moyens existent au niveau technologique actuellement et on peut les mettre cette affaire sur une place publique à l'échelle internationale et pouvoir demander à ce qu'il soit traduit en justice, parce que c'est des gens qui sont à l'origine de tout ce qui s'est passé, de tous les Vous êtes donc d'accord avec Brahim Younsi. Alors, dernière question. Je vous demanderai de répondre assez brièvement. Qui est derrière cette façade institutionnelle qui est devenue Bouteflika? Qui gouverne vraiment? Qui est le maître du pays? À mon avis, c'est quelques personnes qui ont des sous. Voilà. Des sous qui sont au pouvoir ou qui sont à côté du pouvoir? Vous savez, on est dans un monde où tout est régi par l'argent, au fait. Oui, mais vous pensez que les Haddad, Rabara, c'est que ces gens gouvernent vraiment Je pense qu'ils ont une grande part de responsabilité dans tout ce qui se trame. Voilà. Et si ce n'est pas eux directement, ils tirent quand même des ficelles. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils tirent les ficelles, pourquoi? Parce qu'ils seraient les prête-noms de ceux qui sont au pouvoir ou parce que ce sont eux qui... Exactement. D'accord. C'est une question d'intérêt. C'est certainement pas leur compétence qui les a fait placer là-bas. Très bien. Merci, Horia. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, je vous pose cette question, mais vous pouvez répondre à d'autres qui pourraient vous intéresser si vous le souhaitez, qui sont dans votre tête. Mais j'aimerais bien que vous répondiez à celle-ci. Qui est derrière Bouteflika? Qui décide de lui faire adresser tel ou tel message aux Algériens? Vous savez, vous devriez le savoir et les Algériens le savent. La seule autorité de ce pays, c'est l'armée, qu'on le veuille ou non. Si le système ou l'intérieur du système demande à l'autre moitié ou à une partie du système de se taire, oui. Parce que ce sont des militaires, ils savent bien qu'ils détiennent une part du pouvoir. C'est l'armée qui tient le pouvoir, c'est l'armée qui est le pouvoir. Gaïd Salah tient la grande majorité du pouvoir entre ses mains, notamment dans l'incapacité intellectuelle, morale, physique du chef de l'État, qui n'est pas élu évidemment, dans la situation que nous vivons. C'est l'armée qui tient le pouvoir. Et pourquoi s'encombrer d'un Bouteflika qui n'est même plus présentable? Pourquoi ne pas désigner un lièvre comme d'habitude pour jouer le rôle de président en titre qui soit en bonne santé? La meilleure manière aujourd'hui, la meilleure manière de liquider, pour Gaïd Salah en particulier et son entourage, de liquider effectivement les généraux qui n'ont pas voulu de lui à ce poste, et notamment au poste de vice-ministre de la Défense, qu'il cumule avec celui de chef d'état-major, qui est un poste éminemment important et stratégique. Vous savez, il partage cela avec les non moins importants chefs de région militaire. C'est eux qui détiennent la force. Si un des chefs de région militaire bougeait, et vous le savez, il y a des anciens chefs de région militaire au début des années 60 qui ont été exécutés parce qu'ils ont bougé, parce qu'ils sont montés vers la capitale avec leurs chars. C'est ça le problème. Et Saïd Bouteflika dans tout ça, comment fait-il pour s'imposer? Saïd Bouteflika joue son jeu. Vous savez, si celui qu'on appelait Rabdzer est tombé, Saïd Bouteflika peut tomber. Combien de divisions, comme dirait Staline, combien de divisions, qu'est-ce que représente Saïd Bouteflika? Saïd Bouteflika peut jouer un jeu. Si Saïd Bouteflika n'était pas soutenu par le chef d'état-major,
et par celui qui aujourd'hui est le chef des services de renseignement, c'est-à-dire le criminel Tartag. Saad Bouteflika ne serait rien du tout. Mais pourquoi le soutiendrait-il s'il ne pesait rien, s'il ne servait à rien, s'il n'avait pas le véritable pouvoir? Non, je ne crois pas sincèrement qu'il détienne ce pouvoir-là in persone. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il n'a pas on disait de tous les chefs de service, des services de renseignement qu'ils détenaient des dossiers, etc. En particulier, Feu Qasdi Merbah. Qasdi Merbah est resté des années sans avoir sorti une information. Sur un tel ou un tel, il a fini par être assassiné par ses propres ouailles. Mais il n'a pas laissé un dossier dans un coffre-fort. Le grand stratège, Qasdi Merbah, que Dieu ait son âme et lui pardonne. Il ne faut pas, à mon avis, se nourrir d'illusions. Il y a une force réelle, il y a un système. Il y a un système, et ce système-là, que ce soit dans ses contestataires, entre guillemets, dans le clan opposé qui veut absolument tenir ou garder une partie du pouvoir d'actifs. Merci Ibrahim Younsi. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je rappelle que le 5 juillet, fête de l'indépendance cette année, a été l'occasion de nommer une autre vague de généraux, de nouveaux généraux. Et donc, ça continue de plus belle, comme si de rien n'était. Le régime, plus que d'être sourd, est devenu autiste. Ça veut dire qu'il n'arrive même plus à communiquer autrement que par lettres interposées qu'on prête au président. Merci d'avoir suivi cette émission.